heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour l'international. Ce soir, nous allons parler d'un sujet assez... je dirais pas tabou, je dirais pas un sujet qui fâche, mais d'un sujet quand même qui fait l'actualité, c'est la balkanisation. Avec mon invité, il va se présenter. Nous allons en parler un peu de long en large, faire un peu ces petits parallélismes. Est-ce que la balkanisation est une bonne chose? Est-ce que la balkanisation sous d'autres cieux a réussi? Est-ce que la balkanisation en République démocratique du Congo serait une piste de solution pour éviter certaines crises en République démocratique du Congo? Blaise Mongo, très heureuse de vous recevoir. Merci. Vous m'avez dit que vous êtes président de la synergie de la société civile du Grand Équateur. Merci. La toute première question d'ailleurs qui me vient à l'esprit par rapport au Grand Équateur, est-ce que la décentralisation en fait n'est pas une forme passive de balkanisation? Oui, en fait, c'est vrai. Parce qu'il n'y a rien qui marche, madame, à l'Équateur, à la Grande Équateur. Il y a conflits entre les députés provinciaux, les gouverneurs, ainsi de suite. C'est une sorte de balkanisation, mais qui crée de sérieux problèmes. Nous allons commencer par définir un peu le terme balkanisation. Ça vient d'où, balkanisation? Parce qu'on en parle de fond, on ne connaît pas l'origine de ce mot. C'est quoi? Ça vient d'où la balkanisation? Balkanisation, c'est un mot européen. Ça a commencé en Europe. Et en Europe, c'est une expérience qui n'a pas reçu. Dans les Balkans. Dans les Balkans, on a commencé, ça n'a pas tenu et ça n'a pas reçu et ça a créé beaucoup de problèmes. Et il y a même un problème aujourd'hui. Vous savez, il y a la situation qui s'est passée il y a une semaine, 2 semaines en Russie. En Russie. En Russie, le Premier ministre a été poussé à la démission. Parce que ce qu'il voulait faire à l'RDC, Centrafrique, ça n'a pas reçu. Et c'est comme ça qu'on l'a poussé de démissionner. C'est-à-dire, le mot Balkan, c'est un mot qui crée beaucoup de problèmes sur le plan politique. Balkanisation, en fait, ça veut dire diviser, partager. Diviser. Quand vous divisez, c'est-à-dire, et cette division fait le malin. On divise toujours là où il y a les matières minérales. C'est là où ceux qui vont céder le pays et ils vont se retrouver de l'autre côté. Ça a commencé depuis l'époque de l'AFDEL. L'AFDEL, quand nous est venu, il n'est pas amené les mercenaires. Ils ont amené les gens qui ont voulu balkaniser. C'était le projet de balkaniser le Congo. Mais ça n'a pas commencé avec l'AFDEL, parce que si je me rappelle bien, le tout premier ministre de notre pays, Patrice Emery Lumumba, a déjà parlé de la balkanisation, que la Belgique voulait balkaniser la RDC. C'est avec la sécession du Katanga et la sécession du Sud-Kasaï. Donc ce mot date déjà de l'indépendance de notre pays et la balkanisation. Oui, c'était vrai. C'était vrai, pardon, parce qu'il y a les Belges qui ont tenté cette expérience. Et ça n'a pas reçu. Qu'est-ce qui est arrivé? L'homme a payé de sa vie. Et on a géré un peu le temps, on a donné un peu du temps. Et quand on a pris Kabila par les Rwandais, les Ougandais et les autres, ils ont allé chercher Moussa pour alors tenter une deuxième expérience. C'est ça qui a fait que, ici, chez nous, vous trouvez le chef d'état-major un Rwandais, le ministre des Affaires étrangères un Rwandais. Et des institutions arabes. Quand vous parlez de Rwandais, c'est vrai, aujourd'hui ça va porter à confusion. Et ils se disent originaires, ils sont Banyamulenge. Cette histoire est tellement sensible. Vous osez dire qu'ils sont Rwandais, mais eux ils ne sont pas Rwandais, ils sont Banyamulenge, ils sont Congolais. Mais comment vous affirmez des choses disant qu'ils sont Rwandais? C'était qui le ministre des Affaires étrangères à l'époque? Je me rappelle. Bizimakara, je oui, vois. Que vous ne voyez pas au Congo aujourd'hui. Et le ministre de la Défense, le chef d'état-major à l'époque, qui est aujourd'hui ministre... Qui est ministre de la Défense, au Rwanda, et il s'occupe de toutes les institutions militaires rwandaises chez lui. Et en plus, il y a aussi les problèmes, par exemple, quand Mouzé est venu, première sortie de Mouzé en Angola, il s'est retrouvé devant les diplomates africains qui se trouvaient en Angola. Et je crois que c'est le doyen des diplomates africains qui l'a posé la question. Monsieur Kabila, les Congolais n'ont pas confiance de votre gouvernement parce qu'il y a trop d'étrangers. Vous savez la réponse, madame? Il a dit non, tous sont des Congolais. Aucun étranger dans mon gouvernement. Et au palais de la Nation, il y avait un point de presse. C'est
L'aide du Louya qui a posé la question parce qu'il y avait un problème entre Mouzin et Massassou. Massassou Dinanga. Dingasi ou quelque chose. Oui. Je sais même plus comment Massassou, j'oublie un peu le nom. Et Mouzin a dit non, mais c'était un caporal rwandais, fumeur du chanvre. Et à la fin, il a dit qu'il n'avait pas des étrangers dans notre gouvernement, dans nos services militaires. Mais il y avait quand même Massassou qui était caporal rwandais. C'était le chef d'état-major à l'époque, James Kabarebe, qui était... Oui. Et alors, je reviens sur Bosco Tangana. Il n'y a pas longtemps à ce pays, pour l'identification, pour l'instruction de son affaire, il dit, mais tu es général congolais. Il dit, non, je ne suis pas général congolais. Je suis rwandais de père et de mère. Et il a comparé à Kinyarwanda. C'est ça le fruit de balkaniser l'Est de la République. J'ai suivi des confrères sur la télévision et même sur les nets, certains confrères des pays voisins qui disent que le problème de l'Afrique par rapport à cette balkanisation vient de la conférence de Berlin de 1881, si je me trompe, ou 1885, si j'ai encore bonne mémoire, que les Européens ont découpé l'Afrique sans tenir compte des clans, des royaumes, des empires, par rapport à leurs propres intérêts. Et qu'aujourd'hui, ils le disent ouvertement, il y a même des vidéos qui circulent, qu'une partie de la République démocratique du Congo revenait au Rwanda. Et qu'aujourd'hui, ils se battent pour récupérer leurs terres. Parce que lors du découpage, on n'a pas tenu compte d'eux. Est-ce que c'est vrai? Madame, en tout cas, je l'ai suivi personnellement, il a dit non, les Banyamulenge existent. Il y a des Banyamulenge, il y a des Banya Uvira, il y a des Banya... Lui, il a donné des Banya partout. Donc, pour dire que cette partie de notre territoire leur appartenait avant la conférence de Berlin de 1885. Ça me fait froid, madame, parce que les Belges... Il faut les lire. Oui, les Belges qui ont fait la délimitation, qui a fait les bornes pour séparer le pays, jusqu'à 60, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Il y avait le Rwanda, Burundi et le Congo. Et il y avait des limitations. Il y avait des bornes déterminées par les colonisateurs. Mais cette histoire, elle est venue quand? Parce que nous-mêmes, nous sommes faibles. Nous sommes faibles, madame. Mais pourquoi, lors de l'accession, M. Blaise Mongo, pourquoi lors de l'accession de nos pays, quand on a acquis notre indépendance vers 1960, les chefs d'État africains ne se sont pas mis autour de ça pour revoir les fonds? Parce qu'après, tous les Européens ont découpé ça pour leur propre profit, pour leurs propres intérêts. Oui. Mais les Africains, vous avez votre indépendance, donc vous pouvez vous mettre aussi autour d'une table et redécouper l'Afrique par rapport à vos empires, à vos royaumes et tout ça. Peut-être on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Pourquoi en 60, ils ont tapé le point sur la table par rapport à l'intangibilité des frontières? L'histoire de l'Est, la balkanisation sur l'Est, moi je vois ça très compliqué. Comment? Mais s'il faut alors déplacer les bornes de notre pays, et pourquoi pas le faire au Congo central? Pourquoi pas Bandundu? Pourquoi pas l'Équateur? Pourquoi toujours à l'Est? Ça, c'est ça le problème. Parce qu'il y a trop de richesses. Il y a trop de richesses. Et la guerre de l'Est a des conséquences sur le minerai qui se trouve là-bas, madame. Je vous dis qu'il y a des avions, parce que vous n'avez pas été là-bas, mais je vous dis qu'il y a des avions qui atterrissent chaque nuit, chaque jour, tous les jours, à tout moment, parce que la recherche de l'Est s'envole ailleurs. Par rapport à l'intangibilité des frontières, je reviens, c'est une question vraiment que beaucoup d'intellectuels africains se posent. Pourquoi on n'a pas reparlé de retracer nos frontières en 1960? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous a empêché de revoir nos frontières? Parce que nous étions souverains, nous avons acquis notre indépendance. Pourquoi nous avons accepté les frontières acquises des colons? Non, mais parce que on n'a pas fait ce découpage pour le faire. On a vu les limites des communautés, par exemple. Vous en êtes sûr? Parce qu'aujourd'hui, on retrouve par exemple Blaise Mongo, on trouve des Batéké par exemple au Gabon, au Congo ici. Oui. On trouve certains tribus à cheval entre le Katanga et la Zambie. On trouve des tribus à cheval entre le Bandundu et l'Angola. Et même entre la République centrafricaine et le Grand Équateur. Il y a des tribus. Donc, ils n'ont pas tenu compte de nous,
d'une autre dénomination naturelle. Oui, mais parce que nous n'avons pas un problème de minerais. Chez nous, il y a le pétrole, par exemple, au Congo central. Et qu'il y a un petit problème avec les Angolas, et c'est un problème de gouvernement. Ce n'est pas un problème des individus. Mais ici, il y a un problème de terre. Les autres veulent quitter ces îles pour aller prendre chez nous. Et si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai, il y a l'accord de l'Émirat que moi, j'ai vu des articles. Notre limite avec Rwanda, et Rwanda devrait prendre 300 km. Entrer chez nous. Cet accord, c'est un mythe, on n'a jamais vu, on en entend parler. Non, non. On ne sait pas si ça existe réellement. Quand on parle des accords, Madame Paulette, il faut toujours croire à cela. Attendez, il y a la guerre entre Cash et l'FCC, il y a des secrets qui vont sortir. Ce sont des secrets qui se cachent entre les personnes. Mais quand ça devient un problème, quand ça pose un problème politique, je sais que ça va sortir. Et vous allez lire cela. L'accord de l'Émirat, on ne l'a pas vu. Mais ce n'est pas pour rien que Kissa Senghando est mort. Ce n'est pas pour rien que Kabila est mort. C'est cet accord-là qui n'a pas été respecté par les autres. Ils n'ont pas été peut-être juridiques pour dire que nous sommes encore en rébellion. On ne peut pas vendre une partie de la République tant que nous ne sommes pas encore aux affaires. C'est normal. Des accords comme ça se fait sur les assemblées nationales, sur le Sénat, les deux chambres réunies en congrès, ils prennent une décision et le gouvernement va exécuter cela. Mais quand les accords se font entre les individus, ça pose toujours des problèmes. Pose problème. Mais la balkanisation ne s'est pas fait seulement, les effets de cette balkanisation ne se sont fait pas seulement sentir en RDC. Il y a d'autres pays, hein, comme l'Éthiopie, on a découpé, on a balkanisé entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Il y a d'autres pays, le Soudan et le Soudan du Sud. Tout ça, il y a des exemples comme ça de balkanisation. C'est pour vous une réussite, par exemple, prenons le Soudan qui est proche de nous. C'est une réussite, le découpage du Soudan? Oui, le Soudan entre eux. Pas l'ingérence d'autres pays voisins, pays limitrophes, qui les entourent. C'est entre les Soudans. Entre les Soudanais, ils ont entre décidé... les Soudans, ils ont reçu parce qu'il y a Soudan Sud et l'autre Soudan. C'est quand même normal. Si par exemple à l'Équateur chez moi, si on allait faire l'Équateur Nord et Sud, ça se comprend, madame. Mais Mongala a 3 territoires. Ça devient une province. C'est quoi? Vous allez dire quoi? Ce sont des petits districts qui existaient à l'époque. Sans infrastructure, sans rien, pas de conflit, il n'y a rien qui dérange. Et vous levez le matin, vous dites, bon, avec 3 territoires, tu deviens une province. Pour produire quoi? Ils n'ont rien là-bas. Les sociétés étaient janisées, la janisation a créé des problèmes dans ce qui se trouvait à Mongala. Aujourd'hui, à Mongala, même pas une petite maisonnette pour un ministre provincial. Ça sert à quoi? Mais avec Soudan, c'est normal. C'est les Soudanais. Il y avait un problème entre les Soudanais. Entre les Arabes, les musulmans et les animistes. Et les animistes. Et il fallait les séparer. les séparer. Et aujourd'hui, il y a quand même un peu de la paix qui commence à arriver. Il y a la réconciliation qui est en train de venir. C'est normal. Mais ici, les Rwandais veulent prendre Nord et Sud, Nord Kivu et Sud Kivu. Et les Ougandais veulent prendre tel. Mais pourquoi? Donc nos voisins veulent s'approprier nos terres. Nos terres et nos recherches. C'est différent du Soudan, comme de l'Érythrée, de l'Éthiopie. Voilà. C'est la population. C'est la population eux-mêmes qui ont dit que non, il y a un problème qui ne va pas entre nous. Alors qu'on se divise, qu'on se sépare. Pour éviter les Pour éviter que les gens s'entretuent tous les jours parce qu'ils vivent ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe là? La balkanisation entre nous et le Rwanda, ça peut quoi? Avec les Ougandais qui sont là-bas, qui tuent. Et aujourd'hui, je viens de suivre votre collègue à Béni, et la population de Béni qui dit non, on n'a jamais vu les Adès Nalou, on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Et nous voyons ceux qui portent le tenue de notre FARDC et qui viennent nous tuer. Ce matin, moi je suis vu ce matin. C'est fou. S'il faut alors balkaniser, peut-être. Les Kivu, par exemple, l'exemple de Mobutu, il a dit, bon, comme l'ensemble des Kivu, ce n'est pas bien, c'est vaste, alors il y a Maniema, il y a Nord et Sud. C'est ce qu'on a fait pour toutes les provinces aujourd'hui. Oui, mais il faut tenter une expérience, ça ne pouvait pas venir vite comme ça. Ah, ça a été assez vite pour vous. Ça a été vite, et aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe à Kituru aujourd'hui? Ils sont devant le vice-premier ministre et ministre de la Justice pour régler le problème. Ils ont ignoré même
le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, celui qui s'occupe de la territoriale, mais parce qu'on ne sait pas, ça c'est le secret du gouvernement, et ils sont aujourd'hui là-bas. Car le gouverneur est inversé par son assemblée provinciale. Mais c'est fini, c'est constitutionnel. Mais cette affaire de balkanisation, c'est vrai que ça ne devient pas une sorte de récupération politique aujourd'hui, parce que c'est lui qui a fait sonner le glas il n'y a pas très longtemps, c'est Martin Fayulu qui a parlé de la balkanisation, et on a suivi aussi les forces armées qui ont dit que c'est un risque. Monseigneur Ambongo a dit c'est aussi un risque qui existe, parce qu'aujourd'hui nos terres sont vidées et repeuplées par les étrangers. Est-ce que c'est pas les politiques aujourd'hui ne récupèrent pas cette peur, entre guillemets, de la balkanisation pour en tirer profit aujourd'hui? Est-ce que Martin Fayulu ne tire pas profit de cette peur qu'est la balkanisation de la République démocratique? Madame Paulette, Martin Fayulu c'est un patriote qui était choisi par les Congolais. Il ne faut pas aller à l'hypocrisie. Hein? Martin Fayulu était choisi par le peuple congolais. Il est victime aussi de cette balkanisation. Sinon, si Fayulu allait être proclamé président de la République, ces bêtises ne pouvaient pas revenir. Et ce n'est pas pour rien qu'à Mbongo, il est en train de joindre Martin Fayulu. Il faut avoir les institutions légitimes. Les choix de la politique. Il faut laisser les souverains premiers se prononcer. Si on allait laisser les élections voulues par le peuple congolais, on n'allait pas venir à tout ça. C'est parmi les conséquences de la balkanisation. Et vous nous parlez ici, on a organisé les élections avec nos fonds propres, mais quels fonds propres? Les fonds propres qui ont bénéficié de quoi? La population n'a pas bénéficié de leur choix, malgré. C'est les contribuables qui ont mis l'argent pour que vous organisez les élections. Ce n'est pas l'argent de la poche de quelqu'un. Martin Fayulu est victime de cette histoire parce qu'il ne peut pas et ils n'accepteront jamais que le Congo soit divisé. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on dit que ce complot de balkanisation existe depuis longtemps. C'est dans les grands salons occidentaux qu'on parle déjà du découpage de la RDC. La RDC est trop grande, la RDC a trop de richesses, on ne fait rien avec nos richesses. D'ailleurs, même Nicolas Sarkozy en a parlé. Il a dit, vous avez trop de richesses, vous n'en faites rien avec. Vous devez partager avec les autres et tout ça. Est-ce que pour vous, ce complot international risquerait vraiment d'aboutir un jour si nous-mêmes, le fils du pays, ne sommes pas unis pour lutter contre cela? Mais l'Angola a connu une guerre entre Savimbi et Dos Santos, avec tout ce qu'il y a en Angola. Est-ce qu'on a entendu parler de la balkanisation? Exactement. On n'a jamais entendu parler de la balkanisation en Angola. Jamais. On n'a jamais parlé de ça. Mais la guerre a duré des années. La guerre a duré 20 ans. Donc 27 ans, madame. 27 ans. Depuis, et jamais, 74. dans les lèvres de l'Angola, ils n'ont jamais prononcé le nom de balkanisation. Et l'Occident voit que l'Angola aussi mérite cette balkanisation. On ne l'a pas fait parce que les Angolais n'ont pas accepté. Nous avons un problème entre nous les Angolais. Laissez-nous arranger entre nous. Congolais. Et c'est tout, et ça a été fait. Il y avait un problème au Katanga. Parce que le bailleur de fonds du PPRD ne donne plus de l'argent. Ils ont pris une autre direction. Bon, à cause de ça, il fallait régler le problème du Katanga à l'ensemble du territoire national. On a découpé le Katanga. On a découpé le Katanga pour punir Moïse Katumbi parce que il était très arrogant de gérer Katanga dans son ensemble. Alors, avec les recherches, on a dit que non, il a trop de milliards, il y a beaucoup d'argent. Pour le punir, il fallait ça. Écrire des faux procès. Alors, comme ce conflit était ouvert, ciel ouvert, parce qu'il y avait les Kikuyongo qui s'est mis à la danse, alors quand on fait seulement pour Katanga, alors on va nous préjudicier. Alors, aller dans tout l'ensemble de la République. Il n'y a pas d'infrastructure. À Bouende, à Tchouapa, les gouverneurs, les ministres n'ont pas de maison. D'ailleurs, les assemblées provinciales, ça fait 6 mois déjà. Ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Donc, et au moins 21 assemblées provinciales. Ils ne sont pas payés. Et il y a des conflits partout. Il n'y a rien qui marche. À l'Équateur, il n'y a rien qui marche. Je vous parle de Gemena. Il y a toujours les autres fait des coups contre les autres. Parce qu'il y avait un conflit de deux individus. Le conflit de Katanga a
embrasser toute la République. Est-ce que vous parlez des Angolais, vous avez fait cette différence que j'ai beaucoup aimée, que les Angolais ne voulaient pas de la balkanisation, malgré cette guerre qui a duré des années et des années. Le mot balkanisation ne s'est jamais prononcé en Angola. Et l'Angola, après la guerre, est resté uni, seul, un grand Angola. Est-ce que vous qui êtes avec ce peuple-là, vous qui côtoyez ce peuple-là, est-ce que les Congolais sont prêts pour la balkanisation? Est-ce que les Congolais veulent la balkanisation ou se battent pour que la RDC reste une et indivisible? Quelle est l'atmosphère, le pensée du Congolais par rapport à la balkanisation? Les Congolais ne rêvent jamais un jour que le pays sera balkanisé. Sinon, le sang des gens de Bénin n'allait pas couler. Quand les sang coulent là-bas, parce qu'ils sont hostiles à cette balkanisation, madame. Les Congolais ne rêvent même pas le découpage. L'autre fois, je parlais avec Papa Kengo qui me dit, oui, moi je ne peux pas appeler l'Équateur Tchouapa, Équateur, Mongala, tout ça, parce que moi je sais que l'Équateur est Équateur. Et tout le monde ne veut pas de ça. Quand on ne veut pas même diviser les provinces, et pourquoi on peut accepter de diviser le pays? Non. C'est les gens qui nous imposent cela. C'est le fils du pays ici qui est en train de nous amener à cette jeu-là qui est très bizarre et que les Congolais ne veulent plus attendre de ça. C'est découpage a été un échec pour vous jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas produit ses effets, parce qu'ils ont dit à l'époque, c'est pour rapprocher les administrés, les administrants, tout ça, une gestion vraiment très très proche du peuple. Pour vous, ce n'est pas une réussite? C'est une expérience bête qui n'est pas reçue, qui n'a pas reçu. Et je félicite le peuple du Congo. Congo central, qui n'ont pas accepté cet exercice qui n'avance pas le pays, qui n'avance pas les provinces. Et aujourd'hui, les Nekongo commencent à se diviser entre eux, avec l'affaire de Atoubana, avec l'histoire qui est passée là-bas. Maintenant, on amène à diviser les Nekongo. Et je les félicite parce qu'ils étaient unis. Ils n'ont pas accepté cette bêtise arrive dans leur province. Et c'est pourquoi? Parce qu'ils ont résisté à cela. Alors on commence à opposer les fils de Nekongo par les histoires qui ne tiennent pas debout. Qui ne tiennent pas debout. Et vous voyez là, on a réussi à créer cette bêtise. Ça ne marche pas. À l'Équateur, ça ne marche pas. Tu vois pas, ça ne marche pas. Pas dérouté, il n'y a rien. Et avant cette décentralisation, vous avez vu Désiré Kounde Vilakikanda sortir député national à circonscription de Goma. Parce qu'il était gouverneur là-bas. Il est du Congo central, c'était Mouyombe. Nous devons revenir à 11 provinces, c'est mieux géré. Avec la décentralisation. Avec les non-originaires. Avec les non-originaires. Parce qu'aujourd'hui, la gestion des non-originaires. La gestion des non-originaires a donné les fruits escomptés. Il y avait d'abord l'unité nationale et il n'y avait pas le tribalisme. Aujourd'hui, Madame Kimoutou est gouverneur à Kwilu. Ce sont les membres de la famille, du clan, du village, de votre territoire et c'est fini. Et vous effacez les autres. Alors, si à l'époque où Nzuzi Wambumbo était ministre, était gouverneur au Congo central, il n'avait pas les Balouba qui l'a amené là-bas. Il a traversé ce qu'il a trouvé là-bas. C'est ça qui a fait l'unité nationale. C'est ça la force de l'unité nationale. Et les Congolais, les Aïrois à l'époque étaient unis. Parce que vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez juger quelqu'un par ses performances. Et aujourd'hui, avec la décentralisation, l'expérience, c'est vraiment l'Équateur. Un gouverneur qui a son fils, qui a ses enfants, qui a tous ses enfants dans son cabinet, et même la trésorerie de la province, c'est ses enfants qui doivent tenir ça. On lui pose la question, il dit non, mes enfants ont contribué pour que je passe gouverneur. Est-ce qu'être gouverneur, c'est une affaire de la famille, madame? Non. Et c'est pourquoi, avec nos policiers, dignes fils de notre pays, verrez, qui ont tenté de soutenir la balkanisation, parce que empêcher les autres de travailler, empêcher l'unité nationale. Quand nous sommes divisés, et la balkanisation peut entrer vite. Cette balkanisation, c'est vrai que Blaise Mongo parle de balkanisation des terres, hein, la division des terres, mais les gens disent que le Congolais est déjà balkanisé dans son cœur.
que nous sommes déjà séparés aujourd'hui. Oui. Que le Congolais, par exemple, du Congo central, ne se sent vraiment pas concerné par ce qui se passe en Ituri, par exemple. Oui. Quelqu'un du Katanga ou du Kolosi ne se sont pas concernés par ce qui se passe chez vous à la Mongala ou à tout ça. Oui. On est déjà divisé dans le cœur parce que le pays en soi n'est même pas relié. Nous ne sommes pas reliés entre nous. C'est difficile pour quelqu'un de quitter aujourd'hui, par exemple, Kinshasa et arriver en Ituri en voiture. C'est impossible à un Congolais de quitter Kinshasa et arriver à Lubumbashi en voiture, par exemple. Est-ce que le Congolais en soi est déjà divisé? Oui. Les Congolais divisés, ils sont pris unis, les Congolais sont pris ensemble, parce que quand vous allez dans l'administration ici, vous trouvez quelle langue? Il n'y a que ceux qui parlent là-bas. Les directeurs, parmi les directeurs, parmi les chefs de division, parmi tout le monde, il n'y a que la soiliphone. Parce que c'est l'époque des soilophones, c'est les Est qui sont au pouvoir et ils doivent faire ce qu'ils veulent. Mais à l'époque où les Congolais étaient unis, Maman Kimout est secrétaire général. Vous trouvez quelqu'un de l'Équateur, chef de division, vous trouvez tel directeur, vous trouvez tel directeur. Et quand vous parlez de tel, par exemple, il y a un PDG de l'Office des routes. C'est un Français qui était ici, M. Baudouin. Quand il veut faire l'itinérance, contrôler la République, il prend le véhicule ici, il arrive à Kenge Bandundu, il entre à l'Équateur d'Issala, il arrive à Aketik Kisangani, Goma et jusqu'à Mboujima, par véhicule, madame. C'est à quelle époque ça? Parce qu'aujourd'hui, oui, à l'époque de Mobutu. À l'époque où l'office de route était financé par les Américains, par le groupe Ford. Et de Bandundu jusqu'à Mboujima, Katanga, ainsi de suite, il sort ici. Je viens de faire l'itinérance. Et chaque 100 km, vous avez l'office de route qui entretient les routes. 80 km, Boeing de Befal. Vous faites 54 et puis 39, vous allez faire 3-4 jours. 39 km. C'est même pas ici jusqu'au Maluku. Non. Et aujourd'hui, ça arrange les politiciens. Ça arrange qui sont en train de planifier les balkanisations. Parce que les gens ne se rencontrent plus. Il n'y a plus de communication. Kimutu quitte Bandundu, il va à l'Équateur, il fait ce qu'il fait à l'Équateur, il rentre chez lui, et il a des maisons, il construit là-bas, et les enfants de Kimutu qui viennent de Bandundu, ils parlent, qui mangent avec ce qu'ils ont trouvé à l'Équateur. Non, ça n'existe pas. Il fallait que dans notre cœur, on nous divise d'abord. Et maintenant, nous sommes divisés. Tout ce qui peut arriver peut entrer facilement. On peut diviser nos terres. On peut diviser nos terres parce que quand la guerre est à Est maintenant, les gens de l'Équateur disent, oh, ils n'ont pas de ils n'ont pas de bango. C'est leur problème. Les Congolais sont plus unis, sont plus dans le même cœur. On ne réfléchit plus ensemble pour notre unité, pour notre Congo. Nous sommes pris les enfants de même père, de même mère. C'est ça le fruit de la balkanisation. Et quand les Congolais font le choix, on les empêche de leur propre choix parce que quand on prend quelqu'un qui va alors réunir les Congolais, alors on n'aura pas gagné la balkanisation. Voilà les secrets, madame. Est-ce que ça peut arriver un jour qu'on se réveille un beau matin, Blaise Mongo, qu'on fasse un référendum et qu'on demande la division de la RDC comme on l'a fait avec le Soudan ou l'Éthiopie? Oui, ça peut arriver. On peut diviser ce pays en combien de parties? Non, ça peut arriver parce que avec les CENI, ici, les CENI qui est dans les poches d'un individu, on ne sait pas se faire. Même les Congolais ne vont pas voter. Mais il vient ici, il vous dit que non. Aujourd'hui, les Congolais acceptent que l'Est part Nord Kivu doit aller de tel pays et Sud Kivu peut aller à tel pays parce que ce n'est pas les Congolais qui vont voter. Ils ont 13 de leur pays, il ne saura pas diviser les Congos. Mais en fait, avec les CENI, qui est géré par le cerveau de quelqu'un, tout peut arriver. Tout peut arriver. Ce que nous connaissons aujourd'hui ne pouvait pas nous arriver. Et comment faire alors, Blaise Mongo, pour vraiment éviter cette C'est vrai que cette balkanisation de cœur, on peut le soigner, on peut s'aimer, mais comment faire aujourd'hui vraiment pour éviter à ce qu'on arrive à cette finalité-là, qu'un jour, ce pays soit balkanisé? Qu'est-ce qu'on doit faire? Respecter les choix des Congolais.
Respecter les choix des Congolais. Et le choix des Congolais, c'est que le pays reste uni. Un seul pays, même pas que le pays reste uni, quand les Congolais votent, respectez leur vote. Quand ils votent politique comme leur président, ça vient du cœur, c'est un problème du cœur du choix. C'est un problème d'affection, d'amour et de tout. Moi, quand j'ai voté, Madame Paulette Komé, mon président de la République, vous m'imposez un autre président. Vous me découragez d'aimer le Congo. Vous me découragez d'accepter tout ce que vous allez m'imposer. Ce n'est pas mon choix que vous avez respecté. Les institutions ne vont pas marcher. Pourquoi? Parce que le choix des Congolais n'est pas respecté. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. On doit dissoudre. Parce que ceux qui sont là-bas, ce n'est pas ce que nous avons envoyé là-bas. Ça va créer une crise, ça s'est déjà passé en 1960. Vous voulez une crise et qu'il y ait un troisième larron, je ne sais pas, un général qui sort comme ça, qui fait un coup d'État, et nous allons encore avec 30 ans avec des militaires. Non, les Congolais, qu'est-ce que vous voulez les Congolais n'accepteront pas qu'un coup d'État se fonde dans ce pays. Les Burkina Faso n'a pas accepté. Tendera aussi, il est en prison. S'il arrive que dans ces petites querelles, et qu'il y a un troisième voie qui va descendre du ciel pour prendre le Congo, nous n'allons pas accepter. Mais en fait, respecter notre choix. Ceux qui ont commis une bêtise pour ignorer notre choix, qui demandent pardon, nous sommes des Congolais, nous allons vite oublier. Nous avons quelqu'un que nous avons élu. Et si ce monsieur allait gérer ce pays, comme les Congolais leur ont donné cette chance-là, tout ça n'allait pas venir. On n'allait même pas parler de mécanisation. Non. Donc la situation à l'Est, comme vous le dites, Blaise Bongo, c'est vraiment une façon de détruire ce pays à petit feu et d'y implanter d'autres populations pour qu'à la longue, ces populations qui viennent d'ailleurs, choisissent le référendum pour qu'on découpe carrément, parce qu'on dit que c'est ça la finalité, le repeuplement de nos terres pour qu'à la longue, ces populations un jour demandent le référendum d'autodétermination et qu'ils quittent et qu'on coupe en fait compte la République démocratique. Et si on le fait déjà à l'Est, ça risquerait de se faire à l'Ouest, ça risquerait de se faire au Sud-Ouest et partout ailleurs. Ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase qui découpera en fait l'air ici. Oui, Madame Paulette, parce que moi j'étais à concertation nationale qui a eu lieu ici. Et il y avait... Actuellement, c'était M. Senga qui est gouverneur de l'Est aujourd'hui, qui a parlé de Mboloro. Il a crié, les Mboloro sont chez nous, ils sont en train de tuer, ils ont traité parmi les résolutions. Il a mis un document sur les Mboloro. Et comme les gens ils sont dans le plan de vacances, ils ont bouché les oreilles. Ils n'ont pas attendu ça. Mais les Mboloro sont là-bas, ils sont en train de tuer. En Ituri, à Kiri, ainsi de suite. Parce ils se sont bien installés. Ils se sont très bien installés avec tout. Et il y a 6 mois, il y avait aussi les mêmes gens comme ça qui sont venus, je ne sais pas d'où, qui voulaient s'implanter à Kenge. À Kenge avec les vaches et ainsi de suite. Quand on a posé la question, les gens sont mis debout pour crier là-dessus. Et moi, je dois parler aussi. Oh non, mais ils ont venu vendre leurs vaches. Comment? À Bandundu, ici, tous les vaches que nous mangeons, ça vient de Bandundu. Les Bandundu ne manquent pas les vaches. C'est toujours les gens qui viennent se planter et chasser les origines pour d'ici 50 ans, on aura les Banyamboloro et les Banyas. Les Nyamboloro, les Nyaboye, les Nyasesi, les Nyasela. Alors, c'est le pays qui est en train de partir en toute douceur. Et je demande aux Congolais, nous devons être debout. Le pays ne peut pas partir. Il ne faut pas perdre notre pays. C'est notre pays à nous. Nous n'avons pas une autre terre que nous allons nous se sentir bien. C'est au Congo. Ce qui vient chez nous, c'est notre élection qui a été volée pour nous distraire, pour que les étrangers viennent s'installer chez nous. Qu'est-ce qu'il faut? Nous devons se mettre debout pour refuser cela. La balkanisation aussi, ce n'est pas seulement une question de terre. C'est vrai qu'on reproche souvent aux Congolais de vouloir trop faire la politique et on laisse l'économie aux mains des étrangers. C'est aussi une balkanisation économique aujourd'hui. L'économie congolaise n'est pas dans les mains des fils du pays. Notre économie ne nous appartient absolument pas. Et comment vous pouvez avoir les Congolais riches,
Nous avons des opérateurs économiques qui veulent travailler. Et alors, même les dettes publiques, vous avez vu, le gouvernement de la République paie les dettes intérieures pour donner l'argent aux Congolais? Non. Tous les marchés, ce sont les Libanais, ce sont les Pakistanais. Quand vous allez ce soir dans les bureaux des ministres, ceux qui montent avec les dossiers pour déposer les dossiers, mais vous les Congolais, on vous ignore. On a connu le Sakuvane ici, on a connu les Dokolo ici, on a connu les Kisombe, les Ndombasi, les Bonaza. Tout le monde, il y avait des gens qui avaient, les Bemba Saolona, et tout le monde qui avait de l'argent. Il y a aussi des fils congolais qui ont cet esprit-là. Par exemple, votre patron Chaban, c'est un Congolais entrepreneur. Il est tenté de construire à Congo-Brazzaville. Il est allé chercher des marchés en Angola. Mais c'est un monsieur qui a voulu donner les marchés, qui va donner l'argent au Congo. Il construit ici. Il donne le travail ici. C'est une façon aussi de nous diviser économiquement. Exactement. Parmi les 5 riches de ce pays. Il ne trouvez pas un Congolais. Il n'y a pas un Congolais. Il n'y a pas un Congolais. Et les riches d'ici, il y a des sanctions américaines qui les suivent parce que la plupart qui reçoivent l'argent des Congolais ici, qui gagnent l'argent du budget du Congo, qui sont en train de financer le terrorisme. Et la plupart des opérateurs économiques étrangers, il y a des autres qui sont sous sanctions américaines. Vous croyez qu'ils sont beaucoup plus propres que les Congolais et même dans leur pays? Pourquoi vous donnez l'importance aux étrangers qui prennent l'argent ici et qui amènent chez eux et que voilà, il y a les grèves. Il y a une grève sauvage ici. Ceux qui traversent les Libanais, les Indiens, on les paye mal. Mais quand vous voyez un petit Libanais qui quitte le Liban aujourd'hui, demain vous le trouvez ici avec des villas à Gombe ici. Et ils payent mal les Congolais. Les Indiens, la même chose. Vous croyez qu'il n'y a pas des entrepreneurs congolais, comme les Chaban ici, comme d'autres? Mais quand ils vont là-bas, on voit d'abord sa tête. Ah, il est de telle tribu, de telle tribu. Il ne mérite pas de bénéficier de l'argent. Sinon, on va lui faire donner l'argent pour faire la force de son ethnie, de sa province, de sa population, ainsi de suite. Ça fait mal. Mais alors, qu'on nous donne les vraies élections, nous allons voter des Congolais. Et dès que nous votons des Congolais, nous allons nous trouver des nationalistes, les fils du pays, qui ne vont pas accepter que l'argent, la richesse du Congo disparaisse. Mais qui arrivent dans les mains des étrangers. Merci beaucoup Blaise Mongo, merci. Nous avons parlé de ces sujets. En tout cas, la porte de l'international vous est ouverte. C'est un sujet, en tout cas, on peut en parler en long et en large parce que c'est un sujet très très important pour notre pays. Des fois, nous les Congolais, nous blaguons un peu, nous pensons que les autres ne réfléchissent pas, parce que je vous propose de suivre en tout cas l'émission de ces journalistes rwandais qui parlent de la République démocratique du Congo, de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Nous-mêmes ici, des fois, nous ne donnons pas le temps de parler de ces sujets, mais eux en parlent déjà, donc nous devons des fois cesser de rêver, cesser de nous distraire et réfléchissons à haute voix et aidons nos autorités pour sauver cet héritage que nous avons acquis de nos ancêtres et que nous allons léguer à nos enfants. Merci Blaise Mongo et on se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir la semaine prochaine. Au revoir.